Le président Ibrahim Traoré a accueilli de jeunes Burkinabés rapatriés des États-Unis, leur promettant un avenir qui leur avait été refusé depuis des années. Mais cette histoire ne parle pas seulement de survie. Elle parle de dignité, d'espoir et de changement. Un matin, alors qu'il était dans son bureau à passer en revue des rapports, un messager apporta une nouvelle urgente. Le gouvernement des États-Unis annonçait le rapatriement de plusieurs de ses citoyens, dont beaucoup étaient originaires du Burkina Faso. Ces jeunes Burkinabés, partis depuis des années à la recherche d'un avenir meilleur, allaient être renvoyés chez eux. Au départ, cette annonce semblait n'être qu'une conséquence de plus des bouleversements du monde. Mais plus Ibrahim Traoré y pensait, plus son cœur se serrait. Ces jeunes, en quête de promesses, revenaient sans rien, entre deux mondes. Beaucoup avaient souffert aux États-Unis, discrimination, isolement, précarité. Quelques-uns avaient réussi, mais nombreux étaient ceux restés en marge, rêvant encore d'un pays qu'ils ne connaissaient plus vraiment. Le gouvernement américain parlait d'un retour aux sources. Pour beaucoup, c'était plutôt une sentence d'échec. Mais pour Ibrahim Traoré, ils n'étaient pas des échecs. Ils étaient des ressources. Des ressources aux compétences précieuses, forgées ailleurs, et qui pouvaient aider le Burkina Faso à se reconstruire. Il y voyait une opportunité, celle de renforcer le pays, de bâtir un avenir meilleur. Je les accueillerai à bras ouverts, pensa Ibrahim Traoré. Nous ne pouvons pas laisser notre jeunesse être victime d'un système brisé. Nous transformerons ce défi en victoire, pour tout le continent africain. Il savait que le chemin serait difficile. Les anciens gouvernements corrompus avaient affaibli le pays. Mais Ibrahim Traoré croyait que l'avenir appartenait à cette jeunesse. Il ne pouvait pas les voir comme des statistiques. C'étaient ses enfants. Son peuple. Le jour de leur retour, l'ambiance à l'aéroport était partagée entre excitation et appréhension. Beaucoup de ces jeunes n'avaient que peu ou pas de souvenirs de leur pays natal. Certains étaient enthousiastes. D'autres craignaient ce qu'ils allaient trouver. Le président Ibrahim Traoré, symbole d'unité et d'espoir, était là pour les accueillir en personne. Il ne se contenta pas d'un discours protocolaire. Il leur parla avec sincérité, les yeux dans les yeux. Bienvenue chez vous. Vous n'êtes pas des échecs. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes notre avenir. Ces mots touchèrent les cœurs. Certains pleuraient. Ils s'attendaient à l'indifférence, mais reçurent l'estime. Beaucoup d'entre vous sont partis pour une vie meilleure. Aujourd'hui, vous revenez avec des compétences et des savoirs. Le Burkina Faso a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Il dénonça aussi les politiciens corrompus. Trop d'hommes politiques vous ont trahis. Ils volent notre peuple sans honte. Mais je vous le dis, cela s'arrête ici. Nous allons travailler ensemble pour que plus jamais un jeune Africain ne doive quitter son pays pour survivre. Ibrahim Traoré tint parole. Il lança le programme Bâtisseurs du futur pour créer des emplois et moderniser le pays. Les rapatriés se mirent à l'œuvre, routes, écoles, hôpitaux. Une jeune ingénieure, Aminata, déclara un jour à Ibrahim Traoré. « Je ne pensais pas pouvoir revenir ici et faire une vraie différence. Mais aujourd'hui, je vois que je change des vies. » Ibrahim Traoré répondit avec fierté. « Tu ne construis pas juste un pont, Aminata. Tu construis l'avenir du Burkina Faso. » Mais tout le monde ne voyait pas ce renouveau d'un bon œil. Les élites corrompues, parfois liées à des puissances étrangères, complotaient dans l'ombre. Même le cousin d'Ibrahim Traoré, autrefois proche, était soupçonné de trahison. Ibrahim Traoré fut trahi. Mais il n'abandonna pas. Il réagit. En quelques jours, le complot fut déjoué. Les conspirateurs furent arrêtés. La vérité fut révélée au peuple. Et Ibrahim Traoré déclara à ses concitoyens. Ils ont tenté de nous diviser. Mais ils ont sous-estimé notre force. Ensemble, nous construirons l'avenir que nous méritons. L'histoire d'Ibrahim Traoré ne parle pas seulement d'un homme. Elle parle d'un peuple qui se relève. D'une jeunesse qui retrouve sa place. D'une Afrique qui n'attend plus qu'on lui donne la permission, mais qui construit elle-même son avenir. Les jours passèrent, et le vent du changement continuait de souffler sur le Burkina Faso. Le pays, naguère synonyme d'exode et de résignation, devenait peu à peu le symbole d'un espoir africain renaissant. Dans les rues de Ouagadougou, les visages souriaient à nouveau. Les marchés étaient plus vivants, les écoles résonnaient de rire, et les chantiers battaient leur plein. Mais dans l'ombre,
d'autres regards veillaient. Car si Ibrahim Traoré avait conquis les cœurs, il n'avait pas encore pacifié toutes les ambitions. À l'étranger, dans des capitales où l'Afrique n'est qu'un pion sur l'échiquier des intérêts mondiaux, son nom faisait grincer des dents. Un dirigeant africain qui refuse les dictats, qui parle de souveraineté, de dignité, c'était une menace. Une anomalie. Et pourtant, Ibrahim Traoré restait ferme. Il poursuivait son combat non pas par orgueil, mais parce qu'il croyait. En son peuple. En ses jeunes. En cette terre qui, malgré les blessures, refusait de mourir. Les anciens, dans les villages, lui donnaient leur bénédiction. Les femmes, dans les champs, chantaient son nom. Et les jeunes, dans les villes comme dans les campagnes, brandissaient son image comme celle d'un père, d'un guide, d'un rêve devenu réel. Mais un soir, seul dans son bureau, Ibrahim Traoré regarda les lumières de la ville et pensa à demain. Et s'il revenait? Et s'il frappait encore? Se demanda-t-il. Mais la peur ne l'étreignit pas. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait réveillé dans le cœur de son peuple, personne ne pouvait plus l'éteindre. Il prit son carnet et écrivit, à l'encre noire, « Ce n'est pas moi qu'ils craignent. C'est ce que j'ai éveillé. Et cela, ils ne pourront jamais le tuer. » Car Ibrahim Traoré n'était pas un simple président. Il était devenu un symbole. Et les symboles, même si on tente de les étouffer, renaissent toujours, ailleurs, plus forts, plus clairs, plus libres. Les premières pluies tombèrent sur le pays comme une bénédiction. Au cœur de la savane burkinabé, les terres assoiffées reprenaient vie, et avec elles, un peuple autrefois meurtri recommençait à rêver. Mais Ibrahim Traoré n'avait plus une minute à lui. Chaque jour, des dizaines de jeunes venaient frapper aux portes du palais présidentiel. Pas pour réclamer des faveurs. Non. Pour proposer des idées, pour lancer des projets, pour demander à servir. Des architectes, des codeurs, des agriculteurs formés à l'étranger, tous voulaient rebâtir le pays de leurs ancêtres. Ibrahim les recevait, les écoutait, parfois jusqu'au milieu de la nuit. Dans les provinces reculées, il avait lancé une nouvelle initiative, un village, une vision. Chaque commune, même la plus isolée, recevait des fonds pour lancer des projets d'autosuffisance. Forage, écoles, cliniques mobiles. Les résultats furent rapides. Là où l'eau stagnait, les puits creusés apportaient désormais de la fraîcheur et de la dignité. Là où les enfants étudiaient à la lumière des torchers, des panneaux solaires illuminaient les classes. Mais les ennemis de l'intérieur n'avaient pas dit leur dernier mot. Dans les salons feutrés de certaines ambassades étrangères, on parlait désormais de l'exception Traoré. Un président qui ne courait pas après l'aide internationale, qui refusait les contrats léonins, et qui parlait des indépendances économiques. Pour certains, c'était une provocation. Pour d'autres, un cauchemar. Les pressions commencèrent à tomber. Des ONG furent mystérieusement suspendues. Des entreprises étrangères se retirèrent de projets en cours. Des rumeurs de sanctions économiques circulèrent dans les couloirs des institutions financières mondiales. Mais Ibrahim Traoré ne plia pas. S'ils ferment leurs portes, nous ouvrirons les nôtres, déclara-t-il un jour à la télévision nationale. Nous avons le soleil, la terre, la jeunesse et la foi. Que nous faut-il de plus? Le peuple applaudit. Mais dans la capitale, un malaise montait. Car l'espoir grandit vite, mais les attentes aussi. Et lorsque les récoltes furent mauvaises dans certaines régions, lorsque les prix des denrées montèrent, les murmures reprirent, où sont les promesses? Où sont les emplois? Des manifestations éclatèrent, organisées parfois par de jeunes sincères, mais aussi manipulées par d'anciens notables déchus. Ibrahim Traoré n'y répondit pas avec la force. Il se rendit lui-même dans les rues. Sans escorte. Sans discours préparé. Il écouta. Il répondit. Il admit ses erreurs. Je ne suis pas un messie, dit-il devant une foule en colère. Je suis votre serviteur. Aidez-moi à mieux vous servir. Ce jour-là, il ne régla pas la crise. Mais il gagna quelque chose de plus rare encore, la confiance. Une confiance bâtie sur la vérité, sur le courage de dire « Je ne sais pas, j'ai échoué », mais aussi « Je ne reculerai pas ». Alors que le Burkina Faso se relevait, d'autres pays voisins regardaient avec attention. Du Mali au Togo, du Niger au Bénin, les jeunesses africaines partageaient ses discours, traduisaient ses initiatives, s'inspiraient de ses réformes. Bien sûr,
voici le texte réécrit en bloc fluide sans mise en forme particulière, pour une lecture continue et immersive. Des délégations commencèrent à affluer. Pas de président, pas encore. Mais des maires, des gouverneurs, des professeurs, des étudiants. Tous venaient poser la même question. Comment avez-vous fait? Et Ibrahim Traoré répondait toujours la même chose. Nous avons cessé de croire que nous étions incapables. C'est tout. Mais dans l'ombre, les puissances financières ne restèrent pas passives. Des réseaux de désinformation furent activés. De faux articles circulèrent, l'accusant de dérive autoritaire, de népotisme, de populisme. On parla de troubles, de répression, de danger. Mais rien ne pouvait effacer les faits. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, baisse du chômage, augmentation du taux de scolarisation, multiplication des coopératives locales. Des routes traversaient des zones oubliées depuis l'indépendance. Les femmes obtenaient des microcrédits pour créer leurs entreprises. Et les rapatriés formaient une nouvelle élite, connectée au monde mais enracinée dans sa terre. Et Ibrahim regardait tout cela, chaque soir, en silence. Il savait qu'un jour viendrait où il ne serait plus là. Mais il voulait qu'on se souvienne de lui non pas comme d'un homme, mais comme d'un début. Les saisons avaient passé. Le Burkina Faso n'était plus ce pays craintif, asservi par la dette, paralysé par la corruption. Il était devenu un modèle. Imperfectible, oui, mais résolument debout. Des projets agricoles exportaient vers l'Afrique de l'Ouest. L'école gratuite avait été instaurée dans tout le pays. Des hôpitaux modernes accueillaient désormais les plus pauvres. Mais ce succès avait un prix. Les ennemis d'Ibrahim Traoré, battus une fois, n'avaient jamais renoncé. Certains vivaient désormais à l'étranger, manipulant des réseaux dormants. D'autres, bien plus dangereux, restaient tapis dans les hautes sphères régionales. Car un homme comme Ibrahim ne dérangeait pas que les corrompus du pays, il remettait en cause tout un système établi sur la soumission de l'Afrique. Un matin, alors qu'il devait inaugurer une université à Koudougou, son cortège fut attaqué. Une détonation. Une nuée de poussière. Des cris. Des corps au sol. Par miracle ou par malheur, Ibrahim survécut. Gravement blessé, il fut transporté d'urgence à Ouagadougou. Le pays, à nouveau, retint son souffle. Les rumeurs couraient dans les marchés, les bureaux, les mosquées, les lycées, ils ont voulu l'éteindre. Mais dans un geste que personne n'attendait, Ibrahim demanda une caméra, un micro et une heure de silence. Depuis son lit, le visage marqué par la souffrance mais les yeux toujours vifs, il parla au peuple. Sa voix était lente, mais chaque mot frappait comme un tambour de guerre. Mes enfants, ils ont tiré sur un homme. Mais ils n'ont pas compris qu'on ne tue pas une idée. Ils ont blessé un corps. Mais ils n'ont pas compris que notre âme est debout. Je suis fatigué, oui. Mais je ne suis pas vaincu. Ce pays, nous l'avons reconstruit. Non avec de l'aide, mais avec de la foi. Vous, jeunesse du Burkina, vous êtes le rempart contre l'oubli. Ne me pleurez pas si je pars. Je n'étais que la bougie. Vous êtes la lumière. Il marqua une pause, puis ajouta. Ils veulent que nous ayons peur. Alors, riez. Aimez. Apprenez. Ils veulent que nous partions. Alors, restez. Construisez. Résistez. L'Afrique ne demande plus la permission. Elle avance. Et elle n'attendra plus personne. Ce furent ses derniers mots publics. Ibrahim Traoré s'éteignit 3 jours plus tard, dans la nuit, sans bruit. Le pays, cette fois, ne pleura pas. Il se leva. Des millions de personnes descendirent dans les rues, non pour pleurer un président, mais pour célébrer un père. Un bâtisseur. Un rêve. 10 ans plus tard, l'université qu'il devait inaugurer porte son nom. Son discours est enseigné dans toutes les écoles d'Afrique de l'Ouest. Aminata est devenue ministre de l'énergie verte. Commandant Diarra dirige la nouvelle garde nationale. Et la constitution du Burkina Faso comporte désormais une clause unique, écrite en lettres gravées. Nul ne peut gouverner sans aimer son peuple plus que sa propre vie.